Bonjour chers amis spectateurs, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce que la critique du jour va être épique. Salut Hugo, c'est Jean-Gérard. Et ouais, je sais qu'on n'est pas dans le décor habituel, mais c'est tout à fait normal, voyez-vous. Je me suis dit que vu la critique d'aujourd'hui, il fallait que je me mette dans de bonnes dispositions, enfin, vous me comprenez par avance. Mais trêve de bavardage, aujourd'hui on va critiquer en long, en large et en travers J-War, la guerre des géants. J-War, la guerre des géants, sorti le 18 février 2013 et directement sorti en DVD, est un film écrit et réalisé par Mark Atkins. Un gars qui a fait plus d'une vingtaine de longs métrages qui sont, comment dire, de seconde zone, qui sont sortis pour la plupart soit directement en DVD ou soit sont juste des téléfilms. Juste 4 de ces films sont sortis au cinéma. Et encore, sortis au cinéma, faut dire vite. Et le film est produit par The Asylum. Bah qu'est-ce qu'il y a? The Asylum est une société de production qui ne fait que de la merde. Oh, je vois. Mais je vais en parler plus en détail plus tard de ça. Alors, qu'est-ce que ça donne la combinaison réalisateur de seconde zone plus The Asylum? Un bon film? Exactement! Oh, c'est vrai? Moi, je me fous totalement de ta tronche! Moi! Je suis rigolo. Alors, maintenant, jouons au jeu du quel film The Asylum a-t-il pompé? Ah bah oui, parce que The Asylum est réputé pour avoir plagié beaucoup de films sans être inquiété. Alors, regardons J-War. La jaquette a failli se barrer. Alors, voyons J-War. Il a ouvert les portes de l'enfer. Êtes-vous prêt à voir ce qui s'y cache? Lorsque Jack découvre par inadvertance une porte menant vers un autre monde, il n'hésite pas à y entrer. Loin d'imaginer le danger de ce nouvel univers, il se ravit de sa découverte. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il comprenne que ce monde est habité par de féroces créatures qui n'ont qu'un objectif, détruire la Terre. Ouais, là j'avoue que je ne vois pas vraiment quel film The Asylum aurait-il pu pomper. Là, j'avoue que là je sèche un peu. Ça voudrait dire qu'ils ont fait un scénario original. Bon, bah commençons messieurs dames. Le film commence par ce qui semble être une scène d'action avec une créature en 3D dégueulasse. Vous noterez que le réalisateur a vraiment tout fait pour que cette séquence soit vraiment pleine de suspense et de tension, à tel point que même Hitchcock lui-même serait jaloux. Non mais laisse tomber, mais moi j'y crois pas. Continuons. Ouh, j'ai peur de comprendre là. Ensuite, on a droit à un magnifique générique qui fait défiler les paysages, et je pense que Stanley Kubrick serait jaloux de ce générique et qui pleurerait sur son début de Shining, tellement il trouverait ça mauvais maintenant. Non, je déconne, parce que le générique de Shining, ça sert à instaurer l'ambiance et le décor dans lequel va se dérouler le film. Tandis que là, c'est parce qu'ils avaient la flemme de faire un générique plus classe. Enfin, je crois. Enfin bref, dans une maison tranquille en pleine campagne, on fait la connaissance de Jack et d'Isa qui travaillent sur... Sur un méca en carton? Qui a inventé ce truc-là? Et comment un simple gamin avec sa copine aurait pu construire un engin comme ça? Tu vas pas me faire croire que l'armée qui essaye d'obtenir de telles armures pour aller sur le front puisse galérer à en construire alors qu'ils ont le matos et le budget? Alors qu'en fait, il suffisait de construire ça dans sa grange en pleine campagne avec 3 fois rien. Mais oui, mais c'est tout à fait censé logique, voyons. C'est quoi le programme? Tu vas me faire croire que t'as oublié? J'oublie tout le temps. Allez, vous deux, venez vite! On finira ça tout à l'heure. Ne ratons pas tes 18 ans, Jack Mason.
Comment ce mec pourrait oublier sa date d'anniversaire? Je veux dire, c'est pas comme si Jack c'était Peter Parker dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, où le gars il est tellement débordé entre ses cours, son travail de photographe au Daily Bugle, de livreur de pizza, et le fait qu'ils doivent protéger les citoyens en étant Spider-Man. Ne reste pas la bouche bée. Ah, et en quel honneur? Oh, voyons, Peter, c'est ton anniversaire. Que tu t'en souviennes ou pas. Il vit dans une autre dimension. Jack, à part être un adolescent lambda, qu'est-ce qui justifie le fait qu'il oublie sa propre date d'anniversaire? Peut-être qu'il est con. Ouais, ça se tient, ouais. Ça se tient. Alors que l'ambiance est au rendez-vous, tout le monde fête l'anniversaire de Jack. Voilà, tout le monde il est content, mais la fête est de courte durée. En effet, on apprend que le vrai père de Jack a disparu et qu'il ne l'a jamais connu. Un certain Jess frappe à la porte afin d'honorer la promesse qu'il avait faite au père de Jack pour donner à Jack un sachet bizarre le jour de sa majorité. Ça ne plaît pas aux parents qui le virent parce qu'ils le considèrent comme nuisible, mais ils acceptent malgré tout de prendre le sachet parce que eux aussi ils sont très cons. Jess donne le paquet à Jack, puis s'en va en lui disant qu'il doit découvrir la vérité à propos de son père. Mais Jack, comme un bon con têtu, veut garder le paquet, mais ses parents font tout pour le dissuader. On apprend que Jess était un ancien ami du papa de Jack et qui serait même responsable de sa disparition, et que depuis la naissance de Jack, il n'arrête pas de les harceler. Jack trouve que Jess n'est pas fou, puis Jack veut savoir ce qu'il y a dans ce paquet, et sa mère lui répond que s'il veut l'ouvrir, alors il pourra l'ouvrir. Jack voudrait savoir ce qui arrivait à son père, puis sa mère lui dit que son papa est parti avant sa naissance et son beau-père lui montre le ciel. Il dit comme ça je cache qu'il est parti dans un autre monde. Un mystère plane donc autour de la disparition du papa de Jack. Fort mécontent de tout ça, Jack embarque Isa avec lui et s'en va en embarquant le paquet et est méchant avec son beau-père en lui reprochant de ne pas être son père. Oh putain de merde! Trop d'informations! Trop d'informations importantes! Oh putain! Help! Help! Aidez-moi! Help! Et je vous ai résumé 3 minutes, hein. Ici, on a le temps de se paumer parce que les informations s'enchaînent de manière incohérente et trop rapidement. On s'embrouille dans les explications données. En 3 minutes, ils veulent instaurer la relation entre les personnages, leurs liens, le mystère autour du papa de Jack, le fait que Jess l'ait connu et qu'il avait une promesse à tenir, et patati patata. Le tout servi par une réalisation confuse avec ce travelling rotatif qui amplifie ce sentiment de confusion. Je suis affreusement désolé de devoir consacrer autant de temps à ce passage, mais l'introduction des événements, des enjeux, des personnages et de l'univers est quelque chose d'extrêmement important. Si tu fais quelque chose d'aussi important que l'introduction, bah tu risques de perdre l'attention et l'intérêt du spectateur, et ça dès les premières minutes. C'est un vrai travail de sagouin en plus, puisque dans ce passage, il y a l'élément déclencheur. L'élément déclencheur qui va être l'événement ou la chose qui va déclencher l'histoire, déclencher une intrigue qui va chambouler le quotidien des personnages afin de les faire évoluer, qu'ils évoluent. Je veux dire, c'est complètement n'importe quoi. Merde quoi, on n'a même pas eu le temps de s'habituer au quotidien de Jack et de son entourage. Je veux dire, même Van Helsing, Mission à Londres, qui est un court-métrage de 30 minutes, présente mieux ses personnages et son univers et réussit même à prendre son temps pour ne pas perdre le spectateur en cours de route. Donc c'est pas une question de budget et de manque de temps, c'est juste une question d'incompétence et de fainéantise, putain. Waouh. Ça va aller? Ça va le faire. Quand tu penses qu'on a critiqué uniquement que les 6 premières minutes du film. Oh, et il dure combien de temps? 1h24. Ah. Donc, Jack et Isa sont partis à moto et s'arrêtent près d'un champ. Jack ouvre le paquet et on voit que ce sont des haricots. Oh mon dieu les bâtards! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ce film en version originale s'appelait Jack the Giant Killer. Ils ont copié le film Jack the Giant Slayer de Bryan Singer. Je viens de m'en rendre compte que maintenant avec cette histoire d'haricots. Slayer et Killer signifiant plus ou moins en anglais tueur. Oh les enfoirés! Donc Jack finit par en déduire que Jess est peut-être finalement fou, non pas parce qu'il harcèle sa famille depuis 18 ans, non, juste parce que le mec lui a donné des haricots dans un sachet. C'est tellement plus logique. Plus tard, à la grange, Jack travaille sur son mégazord du pauvre et regarde une photo où on voit sa mère, mais surtout son père.
On a donc le droit à une séquence émotion, oh là là je vais pleurer, puis le lendemain, Jack continue de travailler sur son robot, mais quelqu'un l'appelle pour lui prévenir d'un truc bizarre. Jack et Lisa arrivent sur place et constatent qu'un putain de tronc a poussé durant la nuit. Surtout, notez une magnifique réalisation qui prend bien soin de faire attention dans les coupes au montage et au raccord. C'est magnifique. Dans le plan large, on peut voir que le gars s'est déjà avancé et filme déjà. Les deux femmes ont déjà ouvert leurs portes et sont déjà dehors. Puis, dans le plan rapproché, le réalisateur fait un gros doigt au principe des raccords et de la continuité dans le montage. Bref, hormis tout ça, on constate bien que l'équipe n'avait pas beaucoup d'argent à mettre dans les figurants et même dans les accessoires, car ils nous sortent des caméras pas chères que tu trouves pour même pas 50 € et un vieil appareil photo datant des années 50. Puis il y a même pas juste 10 pecnos du coin qui sont là, alors qu'un truc comme ça dans la réalité, t'as BFM TV qui est depuis plus d'une heure et ça va en parler en boucle. Et là, notez aussi une magnifique interprétation des figurants dont certains ne jouent même pas, voire même regardent la caméra. C'est absolument magnifique. Et on peut même sentir le réalisateur gueuler ses instructions. S'il vous plaît, vous devez tous rester derrière le cordon. Je sais, vous avez tous envie de voir cette chose d'un peu plus près. Pour votre sécurité, cependant, je vous demande d'attendre que les autorités arrivent. Nous n'avons pas la moindre idée de ce que c'est. Ah, salut Jack, Lisa. Pourquoi a-t-il fallu que ce machin apparaisse? Le merveilleux jour d'une retraite bien méritée. J'adore cette sécurité qu'il est juste un policier sur place à faire un barrage à lui tout seul pour que finalement des gens passent derrière lui. Putain, ce film est magnifique. Quasiment à chaque seconde, tu peux t'arrêter et voir une grosse connerie, que ce soit dans la mise en scène, dans le jeu des acteurs, des accessoires, du montage. Putain, mais même en le faisant exprès, on peut pas faire pire. Et là, je suis encore obligé de vous laisser une séquence entière pour vous montrer la nullité du réalisateur et du monteur. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi beau de votre vie, Milton? Je ne le jurerai pas. C'est ton destin, là-haut. De quoi vous parlez? Tout ce monde, ils viennent de partout, Milton. Observez une plante, qui en plus ne fait rien de spécial. Ça, Milton, c'est de l'or en balle. Moi, j'appelle ça de la nuisance. Seul celui qui a planté la graine peut grimper le haricot. Et c'est toi, Jack. Putain, mais mec, genre, tu pouvais pas juste nous montrer la séquence avec l'homme avide d'argent et ensuite nous montrer le moment avec Jack et Jess? Pourquoi tu te sens obligé de mélanger les deux passages pour essayer d'embrouiller le spectateur? Pourquoi tu veux pas faire une séquence fluide? Pourquoi tu veux pas essayer de faire un bon film? Bah, si c'était un bon film, tu n'en parlerais pas. C'est pas faux. Seul celui qui a planté la graine peut grimper le haricot. Et c'est toi, Jack. Je te le dis, un seul humain peut ici entrer. Celui dont l'apparence dissimule la valeur d'un diamant d'innocence. Ouais, ça peut être une coïncidence. Bref, une femme qui a par miracle réussi à contourner la sécurité du seul policier s'approche du tronc mais se fait rejeter par le système de défense le plus efficace du monde, une simple liane. Ah ouais, pourrait se barrer même en étant seul, hein, mais bon, on n'est plus à ça près, hein. Puis Jack arrive pour la sauver. Et la séquence est super moche, cutée à l'extrême, c'est illisible. Et Lisa assiste impuissante à l'enlèvement de Jack.
Bon les gars, vous allez lever la main en même temps, d'accord? Allez, 3, 2, 1, 0! Parfait, on la garde! Oh, franchement, les gars, GG! Bref, l'arbre monte, puis Jack se réveille et remarque qu'il est dans le ciel. Puis, non loin de là, dans un château de glace... C'est cool parce que le film est sorti en mars 2013 et que j'aurais tellement voulu faire la blague comme quoi le château c'est exactement le même qu'on voit dans La Reine des Neiges de Disney. Seulement le problème c'est que La Reine des Neiges de Disney c'est sorti en décembre 2013 donc la blague ne marche pas. J'avoue je suis déçu. Bref, dans ce château de glace se trouve une femme mystérieuse qui regarde vraisemblablement dans le palantir de Saruman du Seigneur des Anneaux. Mais bon, on va encore dire que c'est une coïncidence. Palantir qui possède le pouvoir de regarder à travers la caméra du tournage du film. Comment c'est pratique. Et demande à ce qu'on lui ramène Jack. Ce dernier tombe sur un château qui vole dans le ciel. Alors, on a fait du Bryan Singer, du Disney, du Seigneur des Anneaux et maintenant du Miyazaki. Niveau coïncidence, ça commence à en faire beaucoup quand même. Hein. Donc Jack voit le château dans le ciel, quand soudain... Attention, Dino, danger, il a déjà mangé la chèvre, maintenant il veut t'attraper. Alors que le dino le poursuit à pleine vitesse, Jack réussit à le courser et court le plus vite possible jusqu'au château. Et là, un gars lui balance une corde. Et le montage galère pour juste montrer Jack monter à la corde. Puis, Jack voit enfin son sauveur, qui n'est qu'entre autres son papa. Oh bah ça alors, quelle surprise! Donc Jack avoue à son papa qui il est. Et puis on apprend enfin qu'il s'appelle Newald. Et il trouve bizarre que Jack soit son fils, car cela voudrait dire que... Ça voudrait dire que j'aurais procréé à l'âge de 10 ans. C'est pas que je sois pas prêt à être père, mais là, c'est un peu tôt. Donc Jack lui montre la photo et lui dit qu'il a 18 ans, que sa mère vit avec Nigel. Vous verrez, il va y avoir une explication concernant ce problème d'âge. J'espère qu'elle va être satisfaisante. Cet endroit précis où on est, je l'ai appelé l'étrange pays dans le ciel. J'y suis depuis 19 jours et 19 nuits. Et c'est une certitude. Là, tu arrives et tu me dis que tu es mon enfant et que tu as 18 ans juste. Donc c'est bien ce que je pensais. Une journée ici représente une année sur Terre. Vous avez quel âge, vous? J'ai 29 ans. Attends. Wow. Stop in the wicked down. C'est quoi ton problème, film? Attends, résumons. Une journée dans le ciel équivaudrait à une année terrestre. Pourquoi? Pourquoi? Oui, je te pose la question, film, pourquoi? Je sais que tu vas pas me répondre, mais pourquoi? Pourquoi une journée dans le ciel équivaudrait forcément à une année terrestre? C'est quoi ton délire? Attends, puis 2 secondes, faisons des calculs. Donc, on sait qu'une journée au ciel équivaut à une année sur Terre. Partant de là, donc, combien de temps équivaut une heure au ciel par rapport à la Terre? On peut poser tous les chiffres en minutes. Donc, 24 heures est égal à 1440 minutes. Sachant ça, 1440 minutes fois 365 pour les jours donne 525 600 minutes. Une heure, c'est 60 minutes. Donc, produit en croix, 525 600 fois 60, le tout divisé par 1440, ce qui donne 21 900 minutes. Donc, une heure dans le ciel, il se passe 21 900 minutes sur Terre, ce qui donne 365 heures, ce qui équivaut à 15,2 jours. Mais, combien donne une minute dans le ciel par rapport à la Terre? On sait que 60 minutes est égal à 21 900 minutes. Et là, on recherche une minute. Donc, encore produit en croix. C'est-à-dire 21 900 fois 1, le tout divisé par 60, ce qui donne 365 minutes. Donc, une minute passée au ciel, il s'est écoulé 365 minutes, soit 6h05 sur la Terre. Il faut donc retenir que une minute au ciel donne 6h05 sur la Terre, qu'une heure au ciel donne 15,2 jours sur la Terre, et que 24 heures au ciel donne 365 jours sur la Terre. Oh putain de merde. Oh putain, ça va? Ouais, ça va. Ça va. C'est juste que c'est la première fois que je suis obligé de faire ça quand je regarde un film. Faire des putains de calculs. Mais je comprends pas. Pourquoi se faire chier avec une explication si mince et un peu consistante?
rajouter de la magie au film. Mais c'est pas une raison, il y a 4 milliards de façons de rendre un film magique avec des éléments fantastiques qui puissent faire rêver les spectateurs. Dans Harry Potter, on n'explique pas que si tu passes une année à Poudlard, en fait il s'est simplement écoulé 2-3 jours chez les Moldus. C'est juste les éléments, l'ambiance, l'univers et les péripéties qui sonnent magiques. Dans l'épisode 10 de la saison 6 de Doctor Who, il y a un élément qui ressemble avec le personnage d'Amy qui vieillit plus vite à cause du lieu où elle se trouve. Mais c'est pour créer des enjeux, un sentiment de course contre la montre, pour créer du drame et des dilemmes. Ils pouvaient simplement pas prendre un acteur plus vieux comme celui qui joue Jess. Pourquoi se faire chier avec un élément qui, de toute façon, ne sert à rien dans le récit? Effectivement, c'est pas comme si ça aurait une incidence plus tard dans le film. Ça ne sert strictement à rien cet élément. Donc pourquoi se faire chier avec une explication aussi absurde qui, de toute façon, va créer des putains de trous dans ton film et des putains d'incohérences? Pourquoi tu te fais chier comme ça, film? Alors, comment t'es venu ici? Un certain Jess, il dit qu'il vous connaît. C'est vrai. T'as 18 ans. Jess, il tient toujours ses promesses. Attends, mais si je t'ai bien suivi, t'as passé 19 jours dans le ciel. Donc, comment ça se fait que t'aies déjà oublié ce détail-là? Enfin, ça dit, au moins, ça prouverait bien que Jack est bien ton fils, parce que entre ton fiston qui oublie sa propre date d'anniversaire et toi qui as déjà oublié la promesse de l'autre... Ouais, on est bien servi, ouais. Ce château, c'est le vôtre? Ça l'est devenu. Il appartenait avant à ce que tu appellerais un géant. Où il est maintenant? Quand je suis arrivé ici, j'ai peut-être mal compris la situation avec les géants. Et maintenant, j'en paie le prix, d'après mon expérience. Ceux qui s'occupent des grosses bêtes comme celles qui t'auraient volontiers mangé, ce sont les géants. Et j'aurais vraiment apprécié que quelqu'un me le dise, mais il y a eu des problèmes de communication. C'est ma faute si je ne parle pas leur langue. Je comprenais rien du tout. Du coup, j'ai... Vous lui avez fait la peau. Mais t'as fait comment pour le tuer? Tu dois être immensément badass parce que quand même tu es un géant, ça doit pas être simple quoi. Je veux dire, on voit même pas que t'as un espèce de couteau, tu l'as tué à coup de pelle le géant ou quoi? Mais attends, si j'ai bien compris, l'espèce de créature qui a essayé de bouffer Jack juste avant, c'est une espèce de monstre dinosaure, un truc comme ça? Donc ça veut dire qu'il y a encore des géants encore en vie qui t'en veulent? Ils sont où ces géants? Ils vont pas essayer de s'énerver. Pour moi, c'était un de mes plus grands accomplissements. Sauf qu'ils m'en veulent encore. Et rien ne pourra les stopper. Eh ben, revenez avec moi. Sur Terre. Selon mon expérience, seul celui qui a planté la graine peut traverser le tronc. Comment ça, selon ton expérience? Une expérience de 19 jours, je te rappelle! Si tu étais à l'armée, tu ne serais qu'encore qu'un bleu! Donc, en arrivant à l'haricot, Jack et Newald constatent qu'ils se désintègrent, que ça fait partie du processus, car l'haricot ne reste que quelques heures. Jack suggère de descendre sur Terre grâce au château de Newald. Mais ce dernier craint qu'il ne perde les contrôles. Il faut qu'on essaye. Je connais quelqu'un qui pourra nous aider. Bref, l'agent Hinton interroge les parents de Jack. Puis, on apprend dans la conversation que Nigel et Sharon ont assisté à la première fois où Newald a grappé le haricot. Bref, ensuite, retour sur Jack et Newald qui font se voir le château de glace où habiterait une certaine Sirena. Puis, retour sur Sharon, Nigel et Lily qui discutent pour exposer plus en détail l'histoire autour de Newald. Newald, Nigel et moi faisions partie d'un collectif d'agriculture. Nous voulions avoir de meilleurs rendements, des super plantes, qui pousseraient dans des sols pauvres et des terres arides. Newald était différent. Il ne cherchait pas de nouvelles plantes. Il se concentrait sur le passé, pour chercher des variétés depuis longtemps disparues. Pour lui, le passé était l'avenir du futur. Nous n'étions pas d'accord sur la méthode. Sur rien d'autre d'ailleurs. Mais il avait beaucoup de charisme. Quand on s'est tous rencontrés, je suis sortie avec lui. Ça ne devait pas aller plus loin qu'un fleur d'étudiant. Quelques mois plus tard, c'était Nigel, l'homme de ma vie. Mais je ne lui ai jamais rien fait espérer. Nous avons d'abord rompu, ensuite j'ai aimé Nigel. Plus tard, j'ai appris que j'étais enceinte. Cette période était très étrange. Je me demande parfois s'il n'a pas disparu par vengeance. Il a pris l'argent de la caisse pour se procurer ces haricots millénaires. Il disait que c'était la solution. Il aime planter des petites graines. Ah, c'est drôle parce que planter des graines, haricots ovules.
Haricots nul. Planter des graines. Je suis sûr qu'ils se sont dit que c'était la blague à absolument placer dans le film, parce que sinon ça aurait beaucoup moins de saveur. Quel film de merde. Je rigole, mais en vrai, dans cette séquence, à part nous expliquer l'histoire des personnages, on ne sait toujours pas d'où provient les haricots. Ils ont l'air de vouloir tout expliquer, mais ça c'est l'élément qui se doit d'avoir une explication logique alors. Je veux dire, c'est pas banal, il a acheté ça où? Il a trouvé ça comment? Dans la boutique de Monsieur Wing des Gremlins? Et le lendemain, il disparaissait dans le tronc, tout comme Jack. Et nous ne l'avons jamais plus revu. En vrai, j'ai super envie de m'énerver. Parce que... Pourquoi qu'il a un haricot dans sa poche? Non, je ne me gourre pas. Dans la séquence où Jack voit ce que lui a donné Jess, on voit bien qu'il n'y a que 2 haricots, que Lily vérifie certes ce que c'est, mais elle le lui redonne. Puis Jack finit par balancer les 2 haricots. Donc il est techniquement impossible que Lily possède un haricot. Mais vous êtes même pas raccord avec vous-même. Pourquoi vous créez des trous aussi immenses dans votre propre scénario? Pourquoi vous vous affligez ça à vous-même? Mais pourquoi Lisa tu montres pas ça à Nigel et à Sharon? Pourquoi déconne Lisa? Pourquoi ce film est aussi débile? Tu sais, personne t'oblige à le voir, hein. Je sais. Donc, bref, Jack et Newald trouvent enfin Sirena, qui prend son bain. Ok. Puis Newald l'appelle Voltrates. Puis elle sort du bain pour... montrer sa schneck et ses seins à Newald. Ok, c'est totalement gratuit. Je suis enchantée que tu sois revenu. Dis-moi pourquoi tu as mis autant de temps pour revenir me voir. Alors, je veux pas paraître chiant avec ça, mais ça fait que 19 jours que Newald est dans le ciel, donc le temps qu'il fasse ses trucs, le temps qu'il fasse connaissance, je pense que ça fait pas une éternité que Newald et Serena ne se sont pas vus. J'étais vraiment très occupé. J'ai cartographié de nouveaux territoires de ce pays. C'est une tâche presque interminable, ces terres sont très vastes. Malgré ça, ça n'excuse pas ton absence plus longue que l'éternité. Ah mais putain! Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Excusez-moi. Pardon. Faut pas que je m'énerve parce que... Déjà de 1, le film est pas fini. De 2, j'ai peut-être traité de film pire que j'ai voir. Donc... relativisons. Allez, on y croit. Bref, Newald dit à Sirena que Jack est son frère. C'est pour faire plus simple. Et tous les 3 ont une discussion. Et Sirena leur dit qu'elle ne peut pas aider Jack à redescendre sur Terre, car le haricot était le seul moyen. Et comme il a disparu, bah c'est plus compliqué. Mais Sirena propose qu'ils unissent leurs forces, et puis propose à Newald d'aller la voir à la bibliothèque. Je t'en prie. Rejoins-moi à la bibliothèque. Newald t'y emmènera. C'est moi ou ça tourne en porno là? Bref, alors qu'il fait nuit, Lily, par amour pour Jack, afin de le rejoindre, décide de planter la graine, qui n'est censée pas exister, je rappelle, au beau milieu d'une ville. Mais elle est vraiment très très con ma parole. Pourquoi ne pas planter la graine dans un autre champ, loin des habitations? À mon avis, c'est pas ça ce qui manque autour de chez eux. Mais même pourquoi ne pas planter la graine où Jack s'est fait enlever pour pouvoir être sûr de le retrouver par la suite? Pourquoi au milieu d'une ville? Je sais pas.
Donc le haricot pousse très vite et le lendemain matin, tout le monde est au courant. Et là, cette fois-ci, ça passe à la télé. Pourquoi pas dès le premier haricot, bande de débiles? Je sais pas non plus. Bouclez-moi tout le quartier, que personne s'approche sans mon accord. Halt! Agent Hinton, Général O'Shaughnessy, merci pour votre travail, mais je prends les commandes. Donc le général veut couper l'arbre, mais l'agent Hinton s'y oppose et lui dit que de toute façon, cet arbre va disparaître dans quelques heures, sachant que la graine a déjà été plantée en pleine nuit. Donc ça va, on est plutôt bon, on est raccord. Le général accepte d'attendre quelques heures et fait partir sa troupe. Attends, quoi? Mais tu pourrais laisser quelques-uns de tes hommes, c'est-à-dire la moitié de ce que tu as, c'est-à-dire 5-6 gars, pour sécuriser le périmètre, car comme tu l'as dit... Ce monstre haricot est une menace, et s'il devient violent, vous aurez plus que le sang d'une fille sur les mains. Ça fait même pas 2 minutes que ce personnage nous est introduit que déjà il est complètement con. Je pense qu'on peut déjà le nommer dans la catégorie pire général du monde. Donc, ce sont les géants qui vous ont enlevé sur Terre? J'étais enfant. Il est arrivé par-delà les nuages et m'a emporté. Un monde qui ne sait pas protéger ses propres enfants devrait recevoir une petite leçon. Et quel genre de leçon? Une punition. Waouh. Tu veux dire que ce personnage va être le méchant du film avec la motivation la plus pourrie de tous les temps? Waouh. Bravo. J'applaudis. J'applaudis autant de médiocrité dans ce scénario. Un monde pareil ne mérite certainement pas d'exister. Tout ce que je dis, c'est que les géants ne vous ont peut-être pas enlevé comme vous pensez. Parce que là d'où je viens, ça n'a... Enfin, c'est complètement absurde. Jamais j'ai entendu parler de géants avant de monter dans ce monde-là. Tous les livres d'enfants ont des histoires de géants. Et tu m'as bien dit que c'est toi qui cherchais dans les contes ancestraux pour trouver ton cher haricot. Vous marquez un point, oui. Allô? Allô? Pardon, excuse-moi, mon cerveau vient d'imploser. Pourquoi? Parce que des histoires impliquant un haricot magique, il n'y en a pas 50 000. Il y en a une seule et unique histoire, et c'est Jack et le haricot magique, putain de merde! Has everybody lost their minds? It's like seeing Frodo in J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings movies reading the book J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings! It makes no sense! The movie's universe should have just imploded! Bref, Newald n'est même pas inquiet parce que dit Sirena, il tape la causette comme ça tranquille, et puis là, il se rend compte d'un truc. Il réussit à faire partir Sirena au loin et il s'enfuit du château avec Jack. Donc Sirena voit que Lisa est arrivée, Jack et Newald aussi, et il se dépêche de la retrouver. Ils y arrivent, mais là, Sirena débarque et là, 3 dinosaures chargent nos héros. Attention, grosse technique de défense contre des dinosaures. Jurassic Park n'a qu'à bien se tenir. Dieu, ils se sont écartés, mais comment il fait ça? Donc, Sirena lance sa sortilège à la plante. Comment peut-elle faire ça? J'en ai strictement aucune idée. Puis, elle envoie sur Terre des dinosaures, dont un très très gros. De retour sur Terre, alors qu'il devrait être je ne sais pas quelle heure, étant donné qu'on sait qu'une minute passée dans le ciel, ça équivaut à plus de 6 heures sur la Terre, mais bon bref, passons. De retour sur Terre, le général veut donc couper la plante, mais l'homme a vidé de retour et dit que la plante lui appartient. Si vous voulez mon avis, il ne lancera d'attaque que s'il se sent provoqué. Oui, j'ai fait faire quelques recherches sur cette plante magique, ce haricot. Et vous savez quoi? Ils ne sont jamais violents. Ah, alors, en tout cas pas si vous ne les provoquez. Et t'as fait tes recherches où pour trouver ces informations? Sur Wikipédia du con? Bref, les dinosaures enfin sur Terre, tout le monde s'enfuit et, oh surprise, l'armée est inefficace face à une telle menace. Et là, Sirena fait son apparition. Peuple de ceux... Enfin de là où on se trouve. Je vous offre une chance de ne pas vous faire écraser. Faites-moi allégeance et je jure de vous épargner. Vous bénéficierez du savoir que j'apporte avec moi. Vous vivrez dans le bonheur, sans souffrance.
allégeance. Est-ce que ça vous dit? Je vous parie à 2 contre 1 que le général il va s'en battre littéralement les couilles. Est-ce qu'on ne se foutrait pas un peu de ma tronche? Est-ce qu'on peut me faire taire cette débile avant que je ne me mette vraiment en colère? Pour qui elle se prend, la dresseuse? Après, ils auraient pu faire genre, ouais, en feinte, qu'est-ce que tu veux vraiment? Voilà, qu'est-ce que tu recherches vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, on pouvait prêter genre allégeance, mais genre en fait, on sent pas totalement les roustons, et en fait, voilà, on va te piéger à un moment donné. Bon, ok, partons tout de suite dans une guerre intergalactique, hein, après tout, on n'est plus à ça près, hein. Une fois de plus, la logique vient de foutre le camp, mais bon, je suis habitué depuis le temps, hein. Bref, Sirena ordonne à la plante de dégager ce foutu général. Mais en fait, il atterrit sur un toit, donc ça va, elle est pas si méchante que ça en fait. Ça fait pampan, mais ce n'est pas très efficace. L'agent Hilton envoie un message demandant un raid aérien et l'évacuation du centre-ville. Il parle dans un magnifique moment de jeu d'acteur incroyable à Sirena et lui dit que personne dans le coin n'a la bonne autorité pour satisfaire ses demandes. Puis, il lui dit qu'il pourra faire rencontrer les bonnes personnes à Sirena et lui demande de s'éloigner de la ville. Oh, et si cette chose marche sur qui que ce soit, vous obtiendrez Walouf. Walouf. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu cette expression. Donc, Sirena accepte et s'en va. Puis, l'armée retrouve le général et demande l'artillerie lourde. Puis, Jack, Lisa et Newald arrivent près du château. Est-ce que je rêve? C'est un château? C'est un château. Mais comment il flotte dans les nuages? L'air chaud, la vapeur, c'est un peu comme le cycle de Rankin. En fait, j'en sais rien, mais... j'imagine qu'il y a une sorte de force magique, ce genre de truc, j'en sais rien, je sais pas comment ça marche. En tout cas, il vole. C'est très rassurant, merci. Une bien belle preuve de la fainéantise du scénario. Tu l'as dit. Autant, la logique qui fout le camp, ça va cheminiser. Mais autant les explications scientifiques à 2 balles, ça fait toujours un peu mal. Surtout, les mecs te sortent un terme scientifique, le cycle de Rankin, qui existe vraiment, hein, pour ensuite désamorcer ça dans la seconde. Bien, je n'ai jamais osé essayer, mais je crois que maintenant nous n'avons plus le choix. Je vais aller la chercher, mais vous pouvez rester ici. Mais t'es con quoi, s'ils restent ici, ils vont crever. Bref, nos héros veulent arrêter Sirena, et ils déplacent le château même s'ils risquent de mourir. Et ils finissent par tomber. Alors qu'ils devraient s'envoler dans les airs, bah t'as qu'à voir quand tu fais l'ascenseur qui descend plusieurs étages de Disney, déjà que tu t'envoles de ton siège, alors un truc comme ça, ça devrait être pire. Enfin bref, après encore plus de bullshit scientifique pseudo-réaliste tentant de rendre le récit meilleur alors qu'en fait ça ne fait que le détruire de plus en plus, sur Terre se prépare une fausse réunion entre Sirena et un faux ministre. Et ce faux ministre sera joué par... Cet homme s'est porté volontaire. Ok, donc tu demandes à Joe Clodo de jouer faux Premier ministre. Mais dis donc, il a l'air super sécure ton plan. Hinton, si vous n'êtes pas revenu dans les 5 prochaines minutes, j'ouvrirai le feu. Mais tu peux pas le laisser 10 à 20 minutes, le temps de voir si ça marche. Déjà qu'ils vont mettre 3-4 minutes pour aller voir Sirena en voiture. Je veux dire, tu peux pas juste attendre comme tu avais fait au début? Non, c'est trop te demander? Putain, le temps est vraiment un problème dans ce film. Donc ils vont la voir et là on apprend que Sirena a fait tout ça juste pour attirer l'attention et qu'elle souhaite quelque chose d'autre. Donc grâce au téléphone, Hilton demande au général, mais comme il est très con, bah il veut tout faire exploser. Donc Hilton lui dit qu'il est désolé et Sirena lui donne quelque chose et s'en va. Mais vu que Sirena est décidément quelqu'un de très sympa, elle n'écrase pas ni le Premier ministre, ni Hilton. Donc là, je vous rappelle que le général a demandé l'artillerie lourde, ce qui en soi est plutôt une bonne idée et logique, enfin, mais force est de constater que l'armée a un petit gros problème de budget. Non mais quand même pas à ce point. Oh, que si. Feu à mon commandement. Mais putain, c'est une putain de maquette! C'est une putain de maquette! Les mecs qui sont tellement à la dèche financièrement qu'ils utilisent une putain de maquette! Ils ont mis ça sur une espèce de planche et la texture fait maquette! Mais on voit bien qu'il n'y a pas de profondeur à ta putain de maquette!
Eh ben, vous allez pas me dire qu'un petit machin comme ça jette des cailloux comme ça? C'est une maquette, ça. Une maquette? L'armée britannique, on va vous assurer avec des putains de maquettes. Bref, pompo boum boum, Jack et compagnie continuent leur descente, il manque de charbon et la tête de Newad est juste collector. Bref, blablabla, explication scientifique bullshit, la. Lisa dit qu'ils doivent atterrir sur un truc mou et l'armée continue de tirer. C'est toujours mal foutu, on comprend rien à ce qui se passe, l'armée a moins d'effectifs qu'avant pour je sais quelle raison. Et là, les soldats se barrent, laissant le général tout seul qui est prêt à mourir. Enfin, c'est pas trop tôt. Pendant qu'ils continuent leur descente à la Terre du Milieu en plein Mordor, Lisa fait signe à Newald d'atterrir sur ça. Ok, donc ils atterrissent sur un dinosaure, le truc le moins mou du monde, sauvant au passage le général. Mais putain de merde! Donc ils vont voir le général, surpris de les voir aussi, ce dernier leur demande comment tuer ces créatures, Newad répond qu'il n'en sait foutrement rien, le général les envoie, mais Newad dit qu'il a peut-être une idée, mais comme le général est décidément putain de très con, il s'en fout. Puis tout le monde se retrouve par un hasard total. Ah oui, Hilton ici dit que c'était peut-être une bonne idée de ramener des civils qui à première vue ne servaient strictement à rien et qui n'en savaient pas forcément plus que eux. Tout le monde est content, blablabla, puis Newald dissocie au second du général. Serena, la femme qui contrôle les monstres, vous la stoppez, ça les stoppera tout de suite. Ça fait 1 heure qu'on essaye de faire ça. Non, je vous dis pas qu'il faut la tuer, mais la capturer. Je vais en parler au général, c'est tout ce que je peux faire. Maintenant, go. Oui, c'est sûr que capturer quelqu'un, c'est nettement plus facile que de tuer au loin une personne. Oui, c'est plus sensé. Bref, notre équipe de choc réfléchit à un plan afin de stopper Serena. On apprend que le papier qui indiquait ce que Serena voulait et qu'elle a donné à Hilton est une photo de sa mère, qui était une star locale malheureusement décédée. Donc, pourquoi mettre en avant cet élément dans l'intrigue, sachant que plus personne ne va en reparler après? J'en sais putain de rien. Enfin donc, ils montent même pas un plan, ils ont juste des idées de ce qu'ils doivent faire chacun dans leur coin. Jack dit que tout ce qui arrive en ce moment est de sa faute, alors que pas du tout, et va à la ferme avec Lisa. Tandis que Newald va essayer d'attirer l'attention de Serena. Tandis que Hilton doit tout faire pour éviter que Newald se fasse tirer dessus. Tu veux dire que Newald il va aller sur le champ de bataille au risque de se faire tirer dessus ou de se prendre une bombe? Je sais pas si c'est du courage ou de la stupidité. Peut-être un mélange des deux. Bref, Newald est sur le champ de bataille, il essaye d'attirer l'attention de Serena, et puis... Serena, en bas, je suis là. Wow. Déjà, je pense qu'un mortier, oui, l'espèce de maquette qu'on a vu avant, je pense que déjà ça fait beaucoup plus de dégâts et que l'impact est forcément plus grand. Genre, il y a beaucoup de terre qui disperse, enfin, il y a beaucoup de choses qui se produisent, quoi. Et puis aussi, ta réaction ne va pas juste être de tomber et d'être surpris. Non, à mon avis, là, déjà, tu n'as plus d'eau et tu meurs sur place. En plus, tu risques de rendre jaloux Tony Stark. Alors oui, je sais que c'est pas exactement la même chose, mais l'idée est la même. Puis on voit que Tony Stark avait pris ses dispositions, lui. Bref, Serena va voir Newald, inconscient, mais qui en fait n'est pas du tout mort. Mais je vais pas y revenir parce que j'ai très envie de préserver ma santé mentale, oui. Bref, le caméraman en profite pour faire un plan nichon de l'actrice, puis Newald réussit à piquer le collier de Serena et le casse. Mais en fait, il s'avère que c'était une mauvaise idée, puisque les dinosaures se comportent comme des dinosaures. Bon dis donc, quelle surprise! Et que sans son collier, Serena ne peut plus les contrôler, et les dinosaures deviennent agressifs. Il s'enfuit donc, et là d'un seul coup, il commence à faire nuit. Puis il retrouve Hilton, Sharon, Nadion, et il constate que le dinosaure qui était sous le château n'était pas en fait mort lui non plus. Donc ils doivent tuer 4 putains de dinosaures. Et maintenant, Serena, eh ben elle est gentille. Donc là d'un seul coup, il fait totalement nuit. Ça se part complètement en couille ce film. Newald suggère de tuer ces dinosaures comme il a tué le géant, mais pour ça il retourne là où se trouve le château, qui est maintenant sur le côté afin de trouver divers objets. Milton, qui est très con, lui aussi ne remarque même pas qu'un dinosaure arrive sur lui et se fait écraser. Puis le général aussi se fait écraser. La 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 la.
Bref, ils envoient une espèce de ballon avec une bougie dans le ciel, donc maintenant ils copient Réponse de Disney, bon très bien on n'est plus à ça près, et ils espèrent que ce plan va marcher, et... Qu'est-ce qu'il fabrique? Allez, par là! Lisa, qu'est-ce que tu fous là? Comment t'es arrivé? T'es arrivé par où? T'es arrivé comment? Explique-moi, film! Explique-moi! Puis si Lisa est là, où est-ce qu'il est, Jack? Où est-ce qu'il est? Je demande de la cohérence un minimum, film, quand même! Je sais que t'en as pas eu beaucoup depuis le début, je demande un minimum! Pourquoi le réalisateur n'a même pas pris la peine de filmer son arrivée? Ou au moins montrer ce pont, on la voit débarquer, elle pop comme ça, comme n'importe quoi! Ça fait penser à Vanessa Fini! Ça non, film! Ça non, je laisse pas passer! Je le sais, je te pète un câble! Je te pète un câble! Je pète un câble! Je pète un câble! Je suis un dindon! Ça non, film! Ça non! Ça jamais! Ça je peux pas l'accepter! Ça je te le pardonnerai jamais, film! Ça non! 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 Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Non, 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 non! Ah, mais putain de merde! Bref, d'un seul coup, il y a je sais combien de ballons, et leur plan ne marche pas, puis arrive comme ça sans prévenir. J'ai donné la graine à Jack. Laisse-moi m'en occuper, ok? Mais si tu as donné la graine à Jack, c'est juste parce que tu respectais ta promesse. Te sens pas fautif, espèce de Joker dans la con. Bref, Jess va essayer d'attirer la créature, ça a l'air de marcher, quand soudain... Donc, ce que tu veux me dire, film, c'est que ce mec va crever parce qu'il a oublié de mettre de l'essence. Va te faire foutre. Waouh, quelle tension, quelle bataille finale, c'est... Oh, j'en suis estomaqué, oh. Alors là,
c'est 1000 fois mieux que la bataille dans Avengers, la bataille dans New York, où il y a tous les super-héros. Alors là, ça les surpasse complètement. Ça surpasse même la séquence du train dans Spider-Man 2 de Sam Raimi. Alors là, mais ils sont carrément, ce sont carrément des films, mais nuls à chier, maintenant que j'ai vu cette scène. Ouh. Je suis convaincant ou pas? Bref, on ne sait pour quelle raison, le plan de Newt a l'air de marcher puisque l'éclair frappe le dinosaure qui finit par s'écrouler. J'y comprends décidément que dalle, mais bon bref, tout le monde est content et ouf, c'est bon, le dinosaure est mort, fin du film et fils de pute. Bref, c'est la panique, et là arrive Jack dans son Jaeger du pauvre. La, séquence émotion, gna gna gna, je dois le faire sinon on va tous mourir, gna gna gna, courage fiston. Nique ta mère! Bref, la séquence qui suit est comme celle du début, Jack se fait bouffer, mais là, bizarrement, le dinosaure ne se sent pas très bien et il meurt. Et là, Jack sort du dinosaure comme ça, sans problème, sans une égratignure et sans une goutte de sang. Heureusement que Jack mettait au point ce robot totalement par hasard, hein. Quelle chance extraordinaire! Bref, maintenant il commence à faire jour, le film a vraiment pété un câble, tout le monde est content, et là Newt dit... Jack le tueur de géants. Tueur de géant. Tueur de géant, mais c'est pas du tout un géant qui vient de tuer, Jack. C'est un dinosaure. Ça fait même depuis je sais combien de minutes que tu dis ça, Newt. Ça va pas, mec? T'as pété un câble, toi aussi? Ou comment ça se passe? Non mais c'est le film qui l'a attaqué intellectuellement, je vois que ça comme explication rationnelle. Mais, puis même, c'est toi qui as dit au début que tu as tué un géant, mec. Je veux dire, mais ça va, mec? T'es sûr que ça va? Mais tout explose, c'est complètement n'importe quoi. Puis même, j'y pense, il reste encore 3 dinosaures à tuer. Non, encore une fois, je me suis pas gouré. Il y en avait 3 debout, et puis le très gros dinosaure qui était sous le château, mais qui finalement n'était pas mort. Et c'est pas moi qui ai pété une durite ou quoi que ce soit, et qui ai oublié de vous montrer la mort des 3 petits dinosaures. Le film a volontairement omis cet élément. Bref, la fin, ce n'est que des bons sentiments niais. Jack appelle Nigel papa, Sharon et Nigel font un câlin, Sirena et Newt font la paix, bien qu'elle dise qu'elle sait pas encore si elle a prévu une autre punition ou quoi. Lisa donne le blouson qu'a perdu Jack et ce dernier sort un haricot de sa poche. Mais même jusqu'à la fin, les mecs continuent d'enterrer toutes les notions de cohérence dans un univers. Je crois que je vais finir en slip avant la fin de cette vidéo, moi. Donc Jack et Lisa discutent et finissent par s'embrasser, fondus au noir, et c'est la fin du film. Enfin, c'est pas trop tôt. Ça tu l'as dit, Georges, ça tu l'as dit. Nom de Dieu, que ce film est à chier. Commençons par ce qui semble évident. Les acteurs ont l'air complètement paumés et sont à la ramasse. Ou soit ne sont absolument pas subtils du tout dans leur jeu. L'actrice Vicky Glover qui joue Lisa a l'air complètement stone à chaque fois qu'elle apparaît à l'écran. Tout ce qui touche à la technique est foiré. Les accessoires font cheap, la musique est plus qu'anecdotique et n'est même pas énergétique. Elle renforce le côté lent et poussif de certaines scènes. La réalisation et le montage sont catastrophiques. Le découpage des séquences ne fonctionne absolument pas. Ça part dans tous les sens, on n'a pas le temps de respirer et d'imprimer les informations données par le film. Les cadrages, eux aussi, sont foireux. Tout transpire l'amateurisme, alors que c'est le 13e film de Mark Atkins. Les effets spéciaux sont immondes et mal incrustés dans les images et dans le décor. Et on sent de grandes économies dans les effets spéciaux par moment. Par exemple, le moment où Sirena chevauche un dinosaure, on se doute bien qu'elle chevauche rien du tout. Et ce genre de choses arrive à plein d'endroits. Et ça fout un bordel pas possible. Rien ne fonctionne dans ce scénario. C'est hallucinant d'absurdité, de trous dans le scénario, je vais pas y revenir, et l'écriture des personnages est inexistante. Ils sont vides, mais tellement vides, et la plupart ne servent à rien. Genre, le mec a vide d'argent. Il apparaît au début et il disparaît en plein milieu du film. Quel intérêt à ce personnage? Aucun. Le film ne critique rien, ni l'argent, ni l'armée, ni le pouvoir, rien. Même Nigel et Sharon ont aucun intérêt dans l'histoire. Ils sont plus passifs qu'acteurs. Et une petite question comme ça en passant. À quoi a servi le personnage de Jack? À part lancer l'intrigue, il ne sert à rien du tout.
il n'est même pas développé. L'histoire qu'il vit n'est pas un prétexte afin de le faire évoluer. Si, à la fin, il a une copine et il se rabiboche avec son beau-père, mais c'est tellement mal amené et c'est même pas un développement ça. Il ne fait que regarder les autres agir. Oui, il tue le dinosaure à la fin, mais là pareil, qu'est-ce que ça a apporté au personnage? Rien. C'est le même personnage du début jusqu'à la fin. Et les géants? Ils sont où les géants? À aucun moment du film on en voit. On voit juste des dinosaures mais pas du tout de géants. Alors qu'on sait qu'il y a encore des géants qui sont même encore en conflit avec Newad. Donc pourquoi parler de géants dans ton histoire si c'est pour pas en mettre? Et j'aurais voulu vous en apprendre plus sur ce film, mais j'ai strictement rien trouvé. Même pas une interview, même pas un documentaire, même pas un making-of, rien que dalle. Je veux dire, rien sur internet, même pas dans le DVD. Je veux dire, dans le DVD où pourtant il pourrait y avoir quelque chose, un minimum de choses, bah non, il n'y a rien. Tout ce qu'il y a, c'est le bouton de lancer le film et le bouton des chapitres. On ne peut même pas choisir la langue du film. On doit regarder le film en VF. C'est génial. Et bref, je vais m'arrêter là parce qu'on pourrait durer des heures sur ce film et je crois qu'on a suffisamment fait le tour. Je voudrais juste revenir sur la société de production qui a fait ce film. The Asylum. The Asylum est une compagnie de cinéma créant et distribuant des films indépendants. Un peu comme Blumhouse Productions qui produit des films d'horreur / thriller indépendants, pour une somme ne dépassant pas les 5 millions de dollars pour éviter de perdre de l'argent si le film se plante. Cela pourrait être cool, mais non. Parce qu'à l'inverse de Blumhouse Productions, The Asylum est réputé pour sa nullité extrême à ne produire que des films de série B, voire Z, copiant pour la plupart les succès du cinéma. Un peu comme Big Movie ou Spartatouille qui faisaient des parodies des succès cinématographiques de l'année en cours. Sauf que l'un est pour se moquer et faire des blagues tranquilles dans son coin, même si c'est à chier, et l'autre pompe les films pour se faire du fric derrière tout en faisant n'importe quoi. Comme quoi, The Asylum ne produit que des mockbusters, l'inverse des blockbusters, et a pleinement conscience que la nullité fait vendre, et ils font donc exprès de faire de la merde. Il n'y a qu'à voir le succès qu'a engendré la saga Sharknado qui sont de mauvais films, mais volontairement. La plupart des films The Asylum sont chiants comme la mort. Même s'il y a des trucs débiles dans le scénario qui vont réveiller ton intérêt pour le long métrage, le reste du temps, on se fait chier comme pas possible. C'est toujours mal réalisé, c'est toujours mal filmé, c'est toujours mal joué, c'est toujours aussi dégueulasse au niveau des effets spéciaux, la musique est toujours aussi anecdotique, bref, y a rien à en tirer, c'est pas intéressant, bref, c'est de la merde. Même si derrière Blumhouse Productions n'a certes pas produit que des chefs-d'œuvre, voire a donné naissance à des films pas terribles selon la critique, au moins il laisse la chance à de potentiels cinéastes en herbe de faire leur preuve, ou à des réalisateurs qui ont leur moment de gloire, avant de se faire rejeter du public, de pouvoir à nouveau se réaffirmer. Ça a permis de voir la surprise Get Out de Jordan Peele, un parfait oui mais qui possède de très bonnes idées que ce soit dans la mise en scène ou dans le scénario. Et surtout à M. Night Shyamalan de produire des films comme The Visit, qui a permis de redorer son blason auprès du grand public, et a pu faire Split, le relançant définitivement, et qui a permis de lancer la suite d'Incassable. Si ça c'est pas trop cool et énorme. Si je dis tout ça, c'est parce que j'ai un immense respect envers Blumhouse Productions et tout ce qu'ils font. Alors que The Asylum, ils considèrent leur public, leurs spectateurs et leurs propres cinéastes comme de la merde. En fait, The Asylum, c'est comme un gros troll sur internet qui fait un bad buzz et qui, juste avant de retomber dans l'oubli, il refait un autre bad buzz et ainsi de suite. Donc pourquoi on leur prête encore une once d'attention? Je veux dire, même la fiche Wikipédia indique tous les films qu'ils ont piqués, si ça c'est absolument pas scandaleux. Je veux dire, attends, même en 2015, on voit qu'ils ont fait un film qui s'appelle Avengers Grimm, qui est la copie d'Avengers l'ère d'Ultron et de Once Upon a Time. Je sais pas ce qu'ils prennent pendant leur réunion chez The Asylum, mais ça doit être de la bonne quand même, hein. Enfin bref, vous devez vous demander pourquoi j'ai pris G-War pour faire ma critique. Pourquoi je n'ai pas pris Sharknado, pourquoi je n'ai pas pris Terminators, pourquoi je n'ai pas pris Transmorphers. La réponse est simple. J'aurais pris n'importe lequel de ces autres films, que ça revenait plus ou moins à la même chose. Et puis au moins, G-War, au moins avec celui-là, c'était le plus amusant à critiquer. Amusant ? Oui, enfin, tu m'as compris. Si vous me dites, ah là là, oui, effectivement, c'était pas bien, mais en même temps, c'était un film direct ou DVD, donc évidemment que le budget va en pâtir, donc t'es un petit peu con, bah, juste réfléchissez. Et si vous persistez à croire ça,
je vous invite à faire un tour sur internet. Parce que le problème, c'est pas forcément une question de budget. Effectivement, oui, ça peut l'être, mais dans le fond, le problème, c'est le savoir-faire, la passion et la créativité de l'équipe qui va donner de l'allure à un film et à faire en sorte que tout soit bon. Je dis pas que sur internet tout est réussi, loin de là, mais c'est fou de constater qu'une production internet puisse avoir plus de gueule qu'une production un petit peu plus conséquente quand même. Donc je pense en avoir fini avec tout ça, avec The Asylum, et ce J-Word de mes coups de fils de pute, va niquer ta mère, mes coups sur ton front, ok, c'est peut-être un poil extrême, mais moi je me rends compte, ça fait peut-être que je me soigne, enfin bref, donc c'était un nouvel épisode des Films et moi, en espérant que cette vidéo vous ait plu, et surtout en espérant que votre cerveau ne soit cliniquement pas mort quand même, ça serait dommage, et puis surtout, je vous dis à plus et à la prochaine, salut. Au revoir les loulous.